Qui est la femme la plus riche du continent africain et comment a-t-elle fait pour pouvoir parvenir à ses fins? Écoute, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 éléments clés sur lesquels elle s'est appuyée pour pouvoir bâtir son empire. Et on verra comment toi aussi tu peux les dupliquer dans ta propre vie pour pouvoir avoir davantage de succès et de résultats. C'est parti. Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes 2 premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte email le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset avant de te lancer dans les affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, sache que le samedi 17 novembre, j'organise à Paris une session de travail autour de l'immobilier. Il va être question pour moi de partager avec toi mes techniques et astuces, comment je fais pour pouvoir acheter des immeubles de rapport à des prix très très bas, défiant toute concurrence. Mais j'ai aussi invité d'autres personnes qui vont intervenir pour pouvoir nous parler notamment de l'achat en vente aux enchères. C'est une niche dans laquelle on peut faire de très bonnes affaires. Et on parlera aussi de l'immobilier en Afrique. Donc voilà, c'est un programme pour une journée très dense. Je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description. Il y a un lien qui te permet de pouvoir avoir le programme détaillé et surtout de réserver ta place. Il ne reste plus que quelques places. Dans les derniers jours, il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites, donc c'est très bien. Si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre mini-série dans laquelle nous parlons un peu des personnes qui ont des réussites fulgurantes. L'idée, c'est vraiment de voir comment ces personnes ont fait pour pouvoir atteindre leur réussite. Alors, on a parlé pas mal d'hommes dans cette chaîne et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'introduire un peu plus de touches féminines. C'est vrai qu'on avait déjà vu le portrait d'une dame. Aujourd'hui, nous allons voir le portrait d'une deuxième dame. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit quand même de la personne la plus riche d'Afrique. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Isabel dos Santos. Oui, Isabel dos Santos est la fille, si tu ne le sais pas encore, de l'ex-président angolais qui a bâti une fortune dans plusieurs domaines en multipliant ses investissements, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de télécommunications, dans les domaines de la banque. Elle a investi autant en Angola qu'au Portugal. Bref, elle a vraiment aujourd'hui une multinationale qui lui permet de pouvoir générer pas mal de sous. D'ailleurs, sa fortune personnelle est estimée dans les classements Forbes de 2017 à 3,2 milliards de dollars. Alors, juste pour que tu te fasses une petite idée, l'homme le plus riche d'Afrique francophone, qui est le Camerounais Baba Danpulo, sur lequel nous avons déjà fait une autre vidéo dans la chaîne que je t'invite à aller voir, n'a pas 1 milliard de dollars de fortune. Il est à 960 et quelques de millions de dollars. Il n'a pas encore atteint 1 milliard de dollars de fortune. Isabel dos Santos a 3,2 milliards. Et juste pour te restituer un tout petit peu par rapport à l'échelle, le numéro 1 sur le continent africain s'appelle Aliko Dangote. Et lui, il possède une fortune aujourd'hui estimée à plus de 15 milliards de dollars. Je te donne ces quelques chiffres pour que tu te fasses un peu une idée de ce que vaut cette dame sur l'échiquier des personnes les plus riches du continent africain. Alors, sans plus attendre, nous allons étudier ensemble 3 conseils pertinents qu'elle a donnés à toutes ceux et toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Conseil numéro 1, savoir ne pas écouter ses parents. Mes parents étaient assez choqués quand je les ai annoncé que je voudrais devenir... je voulais me lancer dans le secteur privé, que je voulais ouvrir ma propre société. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien le commentaire de mon père qui m'a dit que peut-être que je réfléchir à une carrière de devenir professeur à une université, que ce serait mieux, que ce serait selon mieux. lui. Selon lui, oui. J'ai pas écouté. Il y a quand même souvent chez les parents cette volonté, surtout chez les parents africains en plus, de vouloir diriger la vie de leurs enfants. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, il y a cette volonté de vouloir non pas simplement conseiller, mais imposer aux enfants les choix qu'ils doivent faire. Un des domaines dans lesquels on peut le voir de manière très flagrante, c'est le mariage. Je me suis rendu compte en Occident et dans beaucoup d'autres cultures dans le monde que quand un enfant, garçon comme fille, veut se marier, il vient voir ses parents ou elle vient voir ses parents pour leur présenter la personne avec qui elle veut être. Et généralement, ses parents peuvent avoir une touche de conseil s'ils sont pour ou contre, mais ils ne sont pas en mode veto. Du moins culturellement, c'est pas ça.
Et pourtant, chez nous en Afrique, vous savez très bien comment ça se passe. Quand tu viens présenter la personne avec qui tu veux te marier à tes parents sont convaincus dans leur tête que c'est eux qui décident. Ils sont convaincus dans leur tête que c'est eux qui vont te dire qui tu vas épouser. Alors, non pas que les parents n'ont pas d'avis à donner, ainsi de suite, mais je pense que ça traduit quand même un malaise qui est un peu plus profond, qui est celui justement d'une volonté des parents, en fait, à imposer leur choix à leurs enfants. Ils ne sont pas dans une démarche de discussion, de conseil, parce qu'au final, c'est peut-être ce qui est plus pertinent, mais plutôt dans une volonté de « je t'impose ce que je pense, je t'impose ce que je dis, parce que tu es mon enfant ». Or, cet enfant-là, si il ou elle est en âge de se marier ou de créer une entreprise, c'est que normalement, c'est un adulte. Et si en tant que parent, tu veux imposer tes choix à tes enfants, c'est que quelque part, tu reconnais implicitement que tu as toi-même échoué ton rôle de parent, parce que ça veut dire que tu as élevé des enfants qui ne sont pas capables, d'après toi-même, de prendre des décisions aussi importantes pour leur propre vie. Et il faut que ce soit toi, le parent, qui continue à venir leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc en fait, tu les as fait grandir, mais en fait, tu as juste fait grandir de gros adolescents. Donc il y a quelque part quand même quelque chose de contradictoire dans cette démarche des parents-là qui désavouent un peu eux-mêmes ce qu'ils ont construit. Mais pour revenir de manière spécifique au business, parce que ça se voit aussi, il y a malheureusement cette volonté, donc, comme je te disais, des parents qui ont même parfois de bonnes intentions. Hein. Ils aiment leurs enfants et ils leur donnent des conseils qui ne sont pas forcément bons. Et tu vois, la maturité, c'est aussi savoir parfois dire non quand c'est nécessaire. Combien de personnes sont dans l'impasse aujourd'hui parce qu'un jour ils ont voulu faire plaisir à leurs parents et ils sont allés dans un mauvais chemin? Combien de personnes aujourd'hui ont échoué dans des business ou sont dans des business qui ne marchent pas très bien parce qu'ils ont voulu mettre un parent à un poste ou mettre un cousin, un oncle sur la recommandation d'un parent ou simplement parce qu'ils ne voulaient pas déplaire à leurs parents. Il y a énormément de personnes comme ça qui ont eu des échecs retentissants dans leur vie et même parfois certains qui sont embricadés dans des mariages, comme j'ai pris tout à l'heure comme exemple, juste parce qu'ils ou elles voulaient faire plaisir à leurs parents et qui sont aujourd'hui donc clairement dans des situations d'échec et de tristesse. Je ne dis pas une fois de plus qu'il faut désobéir systématiquement à ses parents, c'est pas ce que je dis. Mais je dis comme Isabelle Santos l'a dit, mes parents voulaient que je sois professeur à l'université. Si elle avait écouté ses parents, elle ne serait pas devenue la femme qu'elle est aujourd'hui, avec l'impact qu'elle a, avec les entreprises qu'elle a créées, et avec tout le rayonnement et les personnes qu'elle peut influencer sur la planète Terre. Elle fait partie des personnes les plus puissantes qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui. Et ça, c'est parce que quelque part, j'aurais la su dire à ses parents, qui étaient quand même des personnes très puissantes. Ton père, c'est pas, je sais pas moi, le petit, entre guillemets, petit chauffeur du coin. Son père, c'est le président de la République. Et elle lui dit, non, ton histoire de devenir professeur, c'est gentil, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. J'ai à cœur de faire autre chose et j'irai vers la voie qui est importante dans mon cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Maintenant, bien évidemment, il faut savoir comment dire non à ses parents. Parce que moi, je pense que quand tu es vraiment déterminé à faire quelque chose, malheureusement, parfois, des gens qui sont très proches de toi veulent même quand ils te veulent du bien, te donnent malheureusement parfois de mauvais conseils. Et une alternative à ça peut être de leur dire, écoute, papa, écoute, maman, je comprends ta démarche, je comprends ce que tu veux faire, mais j'ai pris ma décision et j'aimerais que tu me dises de quel côté de l'histoire tu veux être dans ma vie. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, quand je raconterai mon histoire, de quel côté tu veux être? Est-ce que tu veux que je raconte mon histoire en mettant en avant le fait que ma mère était contre moi et ma réussite l'a surprise, ma réussite l'a confondue? Ou alors tu veux plutôt que je raconte l'histoire dans laquelle ma mère était derrière moi depuis le début, ma mère me poussait, ma mère me motivait et ma mère m'encourageait? Tu as ces deux histoires qui sont possibles aujourd'hui. Choisis celle dans laquelle tu veux te mettre. En présentant les choses ainsi, tu permets à ton parent quand même de se rendre compte que dans tous les cas, tu veux avancer fermement vers un côté, mais surtout que leur attitude va déterminer aussi de quel côté de l'histoire ils seront demain dans ton cheminement. Donc voilà, apprenons à discuter avec nos parents, apprenons surtout quand on a grandi, à faire comprendre qu'on est grand aussi, surtout à nos parents africains, et que l'une des réussites de nos parents en tant que dans notre éducation, c'est d'avoir fait des adultes qui sont capables de pouvoir prendre des décisions et pouvoir leur dire aux parents, papa, maman, je comprends très bien ton conseil, mais mon analyse et ma pertinence me permettent de te dire que je choisis plutôt une autre voie. C'est un mal que l'on a aussi parfois en Afrique, à avoir une mauvaise notion de ce que c'est que le respect. Le respect ne signifie pas faire tout ce que tes parents te disent. Absolument pas du tout. Deuxième élément que l'on peut apprendre d'Isabelle, c'est comment faire pour pouvoir choisir le domaine dans lequel on va
travailler ou même investir? When you start working, you have to start working with a passion. You first have to really choose your path. And I guess many questions we ask ourselves when you're around 20, 21, 23, when you're just about to finish college is, what am I going to do next? Because we're quite sure where we're going to go to school, we're quite sure pretty much what we want to do at university. But then the real questions start, what is my next opportunity? What am I going to do? And there's a little bit of a sense of a panic of what is that next step? So whatever step you choose, you really have to choose it with a passion, something that you enjoy doing. Because there's nothing worse than going to work and hating it. And if you do something with a passion and if you start small and you really dedicate yourself, you will definitely grow. Ça, c'est une question qui est primordiale parce que je pense que on est à milieu d'être à ce stade-là chez nous les Africains. Parce que malheureusement, nous choisissons beaucoup par opportunisme. Beaucoup de personnes, même quand elles quittent l'Afrique pour venir en Europe, ou même quand elles sont en Afrique et qu'elles arrivent à l'université, ne se posent pas la question de ce qu'elles aiment faire. Elles se posent juste une question, qu'est-ce qui donne de l'argent? Qu'est-ce qui marche? Donc du coup, on veut choisir un boulot, on veut choisir une profession par opportunisme, en se disant que on va être dans ce qui va marcher, dans la tendance du moment. Et donc, du coup, bien évidemment, c'est ce qui justifie aussi que beaucoup de gens ne se plaisent pas dans leur travail. Beaucoup de gens sont juste là et si le voisin d'en face leur propose, même si c'est un travail de balayeur de rue, avec, je sais pas moi, 100 € de plus ou 200 € de plus, il y a des chances qu'ils laissent tomber complètement ce qu'ils sont en train de faire pour aller travailler en face. Parce qu'au final, ce qui les a motivés, ce n'était pas la passion pour la chose. Alors que Isabelle, justement, nous dit que quand tu veux te lancer dans un domaine, tu dois sérieusement considérer ta passion. Qu'est-ce qui te passionne? Alors, pour faire simple, dans cet extrait qu'on vient d'écouter, Isabelle Dos Santos explique que dans la vie, il ne faut pas faire des choix motivés par autre chose que par la passion. Quand on est à des niveaux de sa vie dans lesquels on veut prendre des décisions sur ce qui va concerner sa carrière, par exemple, il faut considérer ce que l'on aime réellement faire. Qu'est-ce que l'on aime faire naturellement? À quoi est-ce que l'on prend plaisir? Dans quel domaine est-ce que l'on se sent naturellement à l'aise? Ce sont ces critères-là qui doivent nous permettre de pouvoir nous engager, que ce soit dans un emploi de salarié ou même dans une création d'entreprise. Moi, je suis convaincu qu'il y a toujours du boulot pour quelqu'un de passionné. Prenons par exemple le domaine de l'informatique. Quand vous prenez le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est très vaste. C'est un domaine dans lequel il y a des avancées technologiques quasiment tous les jours. Or, ce que l'on t'a appris à l'école généralement n'est pas forcément toujours au niveau de ce que l'univers informatique au jour le jour va te demander. Donc du coup, tu as les bons informaticiens qui sont passionnés par la chose, qui sont tout le temps au fait des nouvelles, qui, parallèlement à leur boulot, s'abonnent à des magazines, lisent des revues, lisent la presse spécialisée, vont dans des forums, connaissent quasiment tout ce qui va venir comme nouvelle tendance dans leur domaine. Et donc, du coup, bien évidemment, ces personnes-là, au niveau de leur travail, sont super performantes et généralement, même tu vas te rendre compte que ce sont des personnes qui sont très prisées dans l'entreprise parce qu'elles ont des réponses que parfois même leurs directeurs n'ont pas, parce qu'elles sont motivées par une passion. C'est pas juste le salaire qui les intéresse. En fait, ces personnes-là, même si tu ne les payais pas, puisque tu ne les payes pas quand elles sont sur Internet à regarder des informations sur ce domaine-là, elles le feraient quand même parce que ça les passionne. Et du coup, la vraie question qu'il faut se poser donc, c'est qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui te passionne, toi? Est-ce que le boulot que tu fais aujourd'hui, c'est un boulot qui te passionne? Si tel n'est pas le cas, alors il y a de très faibles chances que dans ce boulot-là, demain tu puisses en faire quelque chose qui va devenir grand et qui va te permettre de pouvoir créer une entreprise. En fait, en réalité, si tu es dans un domaine qui ne te passionne pas, peut-être que tu es juste en train de perdre ton temps, en fait. Et dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas tout laisser tomber. Tu vas avoir peut-être un burn-out, tu ne pourras plus supporter la pression et tu vas tout laisser tomber derrière toi parce qu'au final, tu as été depuis le départ dans un secteur qui n'était peut-être pas le tien, dans lequel du moins tu n'étais pas épanoui. Et donc, tu aurais mieux fait de réorienter tes efforts vers un autre secteur. Celui qui est passionné trouve très souvent toujours du travail. Troisième élément que l'on peut apprendre d'Isabelle, c'est le rôle de l'argent. L'argent ne doit pas être ta motivation pour lancer un business. Also, you mentioned about wealth, and I think that we really shouldn't work for money or being motivated by money. That cannot be your main motivator. I think your main motivator has to be the fact that you want to change things around you, the fact that you want to bring opportunities to others, the fact that you can improve your environment, that there's something in your environment that you feel that you could really, really make a difference. So when you're driven by that kind of force, that's bigger than thinking about of any numbers or any wealth or any financial gains.
On ne crée pas une entreprise avec pour priorité l'enrichissement, mais plutôt la résolution des problèmes, le fait d'aider les gens. Je ne cesserai jamais de le dire parce que au quotidien, vu que je fais pas mal de coaching, je suis confronté à des gens qui au final sont dans le monde du business, mais sont obsédés par le simple fait de gagner de l'argent. Ils ne sont pas obsédés par le fait d'aider les gens. Et vois-tu, les entreprises qui sont obsédées par le fait de gagner de l'argent, généralement, ce ne sont pas des entreprises qui sont pérennes sur le long terme. Ce ne sont pas des entreprises, même si l'entreprise dure 10, 15, 20 ans, dans 100 ans, 200 ans, elle ne sera plus là. Parce que finalement, à moins qu'elle ne change sa philosophie en cours de route. Parce qu'au fond, quand tu n'es pas là pour aider les gens, tôt ou tard, ils finissent par s'en rendre compte. Et si tu as un concurrent qui vient et qui a pour but de les aider, ils vont aller vers ton concurrent. C'est quelque chose d'indéniable. Les gens veulent, quand ils viennent pour payer un service ou payer un produit, savoir que ce produit-là va résoudre un problème chez eux. Or, je ne sais pas si tu as déjà eu ce type d'expérience, mais je pense que oui. Tu vas acheter un produit ou tu vas acheter un service et on te traite juste comme, j'ai envie de dire, je ne sais pas moi, un déchet. Parce que ce qui intéresse le vendeur en face, c'est ton argent. Toi et tes idées et tout ce que tu veux faire, il s'en fout royalement. Ton problème, il s'en tape. Tout ce qu'il veut, c'est ton argent. Et dès qu'il a pris ton argent, il te tourne le dos et bye bye. Et ça, c'est bien évidemment dommage. Moi, je me rappelle pas toujours des cas comme celui-là. Par exemple, j'ai eu une dame qui est venue me voir pour qu'on fasse un coaching qui devait lui coûter à peu près 1000 euros. Et je me suis rendu compte que la situation économique de la dame était quand même assez précaire. Et si je lui prenais en plus 1000 euros pour pouvoir la coacher, ça n'allait pas forcément l'aider. 1000 euros par mois. Pour pouvoir la coacher, ça n'allait pas être quelque chose, ça allait être suicidaire pour ses finances personnelles. Donc, du coup, je lui ai dit, Madame, écoutez, vous êtes aujourd'hui seule, vous élevez vos 4 enfants toute seule, vous êtes très jeune, et je comprends votre désir de vous en sortir dans la vie, votre désir de pouvoir créer des activités, de pouvoir donc investir. Mais je pense qu'au stade où vous en êtes dans votre vie, plutôt que de mettre 1000 euros que vous n'avez même pas aujourd'hui, parce que ça vous dit que vous allez peut-être prendre un emprunt ou que vous allez asphyxier votre famille pour pouvoir payer ce coaching, prenez d'abord le temps de remettre en ordre vos finances personnelles. Prenez d'abord le temps de pouvoir faire ça. Je lui ai fait une séance de coaching gratuite dans laquelle je lui ai donné des étapes qu'elle devait d'abord régler parce que avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut maîtriser sa gestion de finances personnelles. Donc, je lui ai donné des éléments comme ça pour qu'elle puisse maîtriser sa gestion des finances personnelles. Et ensuite, et seulement ensuite, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, si elle est parvenue à générer suffisamment d'épargne en faisant ce que je lui ai dit, on pourrait se revoir et voir quel type de coaching on pourrait faire ensemble. Mais parce qu'au fond, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est pas que les gens me payent, puisqu'à la base, j'ai pas de problème d'argent. C'est vraiment de pouvoir aider les gens à s'en sortir, aider les gens à créer des business, mais de bons business. Pas un business qui est créé aujourd'hui et qui va mourir demain. Aider les gens à pouvoir se projeter et à faire des choses dont ils seront eux-mêmes fiers. Donc voilà à peu près les 3 éléments que je voulais partager avec toi de la vie d'Isabelle dos Santos. Alors la question du jour va découler bien évidemment de la vidéo que l'on a vue aujourd'hui. D'après toi, quel est le point le plus important qu'on a vu aujourd'hui et quel est celui pour lequel les gens échouent le plus? Est-ce parce qu'ils écoutent systématiquement leurs parents et donc font les mauvais choix? Est-ce parce qu'ils se lancent dans des activités dans lesquelles ils n'ont aucune passion? Est-ce parce qu'ils sont avides d'argent et donc n'ont pour but que rechercher l'argent, même s'ils s'entraînent qu'ils échouent ou qu'ils se lancent dans des affaires scabreuses? Ben écoute, je te laisse bien évidemment le choix de me dire dans les commentaires lequel de ces 3-là est le plus pertinent d'après ton analyse personnelle. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, partage-la massivement afin qu'elle puisse impacter le maximum de personnes et que de plus en plus de personnes suivent cette chaîne pour pouvoir apprendre du business et qu'ensemble nous puissions avoir des résultats concrets. Et comme je le disais souvent au début de cette chaîne, seul on va vite, mais ensemble on va loin et on va très très loin. Ciao.